Direction le grand port maritime de Guyane ce matin. Depuis un certain temps maintenant, le port s'est engagé dans une opération de modernisation de ses infrastructures prévue par son plan stratégique, avec une année marquée évidemment par la crise sanitaire, mais aussi c'était en juin dernier cet accident, cette chute d'une des deux nouvelles grues portuaires attendues depuis longtemps pour le terminal à conteneurs. 9 mois après, où en est-on et quel bilan surtout à tirer de l'activité générale, on va dire, l'année dernière pour le grand port maritime? Beaucoup de questions pour y répondre. Philippe Lemoine est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Déjà, Philippe Lemoine, vous êtes le directeur donc général du grand port maritime de Guyane. Première question, et on va évidemment commencer par là, par cette chute d'une pièce d'environ 500 tonnes, il me semble, d'une des deux grues qui, au-delà d'être marquante, a quand même sérieusement endommagé le quai. 9 mois plus tard, Philippe Lemoine, déjà, où vous en êtes? Le démantèlement, il a commencé. Alors il va commencer. Malheureusement, l'entreprise qui nous fournit les grues n'a pas répondu positivement à nos mises en demeure. Donc on a été obligé d'enclencher une procédure un peu particulière qui est prévue par le Code de la commande publique, à savoir que nous allons engager les travaux aux frais, risques et périls du fournisseur. Mais bien entendu, ça nous impose de préfinancer pour environ 2 millions d'euros le démantèlement et l'évacuation de la grue. Il y a une procédure judiciaire du coup qui est actuellement en cours, qui n'est pas encore terminée? Alors si vous voulez, il y a deux procédures. Il y a une procédure au tribunal administratif avec la nomination d'un expert qui travaille sur les responsabilités un peu. Et puis il y a une procédure également au tribunal administratif qui est plus financière, dont l'objectif est de faire constituer par le fournisseur une provision qui nous garantirait complètement sur le bon achèvement de l'opération. Et en parallèle de ça, nous activons également ce que nous permet de faire le Code de la commande publique, c'est-à-dire que nous avons un marché public avec ce fournisseur, et le cahier des charges administratives générales des marchés de fourniture industrielle nous permet d'exiger des choses, et quand elles ne sont pas faites, de les faire nous-mêmes aux frais et risques et périls du fournisseur. Et donc ce que vous faites, vous venez de nous l'expliquer, est-ce que vous êtes déjà en mesure, on va dire, de quantifier les dégâts, les conséquences directes et indirectes de cet accident sur le ralentissement notamment de vos activités? Alors en termes de ralentissement sur l'activité, il n'y a que peu d'impact. On a réussi assez rapidement à circonscrire, j'allais dire, la zone qui était impactée. Oui. On l'a protégé avec des containers, et ça permet de poursuivre l'activité, j'allais dire, quasi normalement. Oui. Et après, sur les dégâts purement matériels, on va dire, sur les dégâts du port, notamment donc sur le quai? Alors c'est la raison pour laquelle nous activons cette procédure d'évacuation de la grue, parce qu'effectivement, dès qu'on aura retiré la grue, on va pouvoir expertiser sereinement l'état du quai et de l'arrière-quai. Ce qu'on ne peut pas faire tant que la grue est présente. Oui, parce qu'on va rappeler quand même que ces grues, l'objectif de ces grues, c'était d'améliorer la productivité du grand port avec un chargement plus rapide des conteneurs vides, c'est bien ça? En fait, globalement, d'accélérer et de sécuriser peut-être le chargement et le déchargement. Et effectivement, puisque vous parlez des conteneurs vides, l'idée c'était que dans une même escale, l'armateur puisse, bien entendu, décharger les conteneurs pleins à destination de la Guyane, ça c'est l'objectif prioritaire, mais également de recharger les conteneurs vides de façon à libérer nos terre-pleins. Oui, vu qu'on sait bien que la Guyane exporte très peu, avec parfois une saturation, on va dire, du terminal, avec tous ces conteneurs vides qui attendent de repartir. Alors oui, effectivement, puisque vous parlez de ce sujet-là, c'est un des gros problèmes qu'on connaît actuellement, alors qui est plus lié aux tensions qu'on connaît sur les chaînes logistiques maritimes depuis, j'allais dire, la reprise post-pandémique. Alors les tensions sur les chaînes maritimes, exactement, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de containers à transporter dans le monde que la demande est bien supérieure à l'offre, donc les coûts augmentent essentiellement entre l'Asie et l'Europe. D'accord. Entre l'Europe et la Guyane, les prix se maintiennent. Mais donc augmentation des prix quand même globalement entre l'Europe et l'Asie, et raréfaction même des containers, ce qui fait que par exemple pour certains importateurs guyanais, il est difficile de trouver des containers vides en Europe pour les charger de façon à
importer en Guyane leurs marchandises, quoi. Ouais, le prix du conteneur, il a littéralement explosé avec une inflation qui a atteint des niveaux records dans le fret maritime. Du coup, ça change quoi très précisément pour vous au niveau du grand port maritime, Philippe Lemoine? Nous, l'une des conséquences qui est assez paradoxale, c'est que le fait que les navires arrivent plutôt chargés, donc les opérateurs, enfin les armateurs ont le temps de décharger leurs navires, fort heureusement, pour les besoins de la Guyane, mais n'ont pas le temps de recharger les vides. Et donc en fait, on est saturé de containers vides en Guyane. Donc ce qui est assez paradoxal, parce que comme vous le disiez fort justement, on cherche des conteneurs vides partout ailleurs dans le monde, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été observé toute l'année dernière, ou bien c'est une situation qu'on commence à connaître maintenant en Guyane depuis sérieusement longtemps? Alors, de manière régulière, on est confronté à ce problème-là. Oui. Effectivement, les armateurs ont souvent du mal à recharger les conteneurs vides, ça c'est clair. Mais depuis quelques mois, depuis que la reprise post-pandémique au niveau mondial s'est fait sentir, c'est-à-dire dernier trimestre de l'année dernière, 2021, là, effectivement, la tension est au maximum. Alors initialement, Philippe Lemoine, tel que prévu, ces 2 grues auraient dû devenir opérationnelles en septembre dernier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, parce qu'on parle quand même d'un investissement qui a coûté près de 14 millions d'euros? Oui, alors c'est entre 13 et 14 millions pour l'acquisition des grues, plus tout le génie civil qu'il a fallu faire, qui lui est fait. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. On a nos 6 ou 7 millions de génie civil. Donc les travaux sur le port en tant que tel, pour pouvoir les accueillir. Voilà, l'alimentation électrique, les rails pour supporter les grues, etc. Tout ça, c'est fait. D'accord. Fort heureusement. Là, les discussions que l'on a avec le fournisseur, c'est qu'il puisse achever la construction de la grue qui s'est effondrée, donc qui est complètement à remplacer. Oui, parce que la deuxième n'a pas été touchée, elle est totalement opérationnelle. Alors, la deuxième, on a une moitié qui a été débarquée, ce qu'on appelle le portique à la base. Malheureusement, la partie haute n'a pas pu être débarquée après l'accident. Donc la partie haute est retournée dans les ateliers du fournisseur. En tout cas, elle existe, on n'a pas besoin de la refaire. Non, tout à fait. Voilà. Et donc pour la première, je vous ai coupé, allez-y, reprenez. Donc qui est tombée, qui a chuté. La première, l'idée, c'est qu'elle soit reconstruite d'ici la fin de l'année et livrée en début 2023. Avec un début, du coup, avec une mise en service que vous pouvez situer d'ici combien de temps, de temps à peu près? Il nous faut 3 mois à peu près après la livraison pour faire toutes les opérations de vérification, finaliser les formations également des grutiers. Donc mai-juin 2023, ça devrait être opérationnel. Mai-juin 2023, donc d'ici une bonne année, on va dire. Vous aviez vous-même, Philippe Lemoine, déclaré que ces travaux de modernisation, avec notamment ces 2 grues, devaient permettre au grand port maritime de franchir une nouvelle étape. Vous aviez d'ailleurs évoqué une trentaine d'années de retard sur les ports de la métropole. Cet accident-là, il ne fait que ralentir, entre mille guillemets, tous vos projets, ou bien les stopper net? Il est ralenti. Bon, bien entendu, le projet d'installation des grues, malheureusement, il a pris 18 mois de retard. Les autres projets avancent. Ce qui complique plus l'avancement des autres projets, du moins ceux qui concernent directement la plateforme portuaire, c'est-à-dire tout ce qui est réhabilitation des terre-pleins, modernisation des réseaux, eux sont plus touchés par le fait que on a beaucoup de conteneurs vides, par exemple, et on ne peut pas faire ces travaux sans ralentir l'exploitation, enfin du moins les opérations. Et c'est plus ça le caractère un petit peu problématique, bloquant. Qui ralentit un peu l'évolution des travaux sur la plateforme. Alors autre sujet, Philippe Lemoine, on vous avait reçu l'an dernier pour parler de la construction annoncée de ce poste frontalier communautaire pour faire entrer directement en Guyane des produits hors Union européenne et notamment du Brésil. On en est où sur ce point, sur la construction de ces infrastructures-là ? Alors sur le poste frontalier, donc les travaux de terrassement ont commencé. On était dans une zone où les terrains étaient peu favorables à la construction d'un tel bâtiment. Donc il nous a fallu renforcer les sols, enfoncer pas mal de pieux drainants, etc. D'accord. Donc ça c'est fini. On vient de recueillir les offres pour la construction du bâtiment.
et on devrait lancer la construction du bâtiment, donc à proprement parler avec la voirie, d'ici le mois de juin. Ce sont de gros travaux pour qu'on visualise à peu près. Ce sera grand, ce sera où est-ce qu'il sera situé ce poste frontalier communautaire ? Alors il sera situé juste à côté du complexe entrée-sortie. C'était un petit peu le côté un peu positif qu'on voulait donner à cette construction, c'était de l'arrimer un peu aux infrastructures portuaires pour éviter du charroyage, oui. du transport de containers. C'est un bâtiment qui doit faire 1000-1500 mètres carrés. Bon, on ne parle pas effectivement d'un bâtiment énorme. Malgré tout, avec cette particularité qu'il faut des chambres froides donc, pour chacune des marchandises, type de marchandises du moins à traiter. Oui. Donc ça veut dire des frigos, ça veut dire une construction un petit peu particulière de ce point de vue-là. Mais oui, technique, mais rien d'insurmontable, on va dire. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette construction de ce poste frontalier, l'actuelle marina de Degradé-Cannes va être déplacée, c'est bien ça, sur la commune de Roura ? Alors, aujourd'hui, nous appliquons donc la décision de notre conseil de surveillance. Nous expulsons, faut le dire carrément, les plaisanciers oui. de la zone plaisance. Donc, avec l'objectif qu'à la fin de l'année 2022, il n'y aura plus de plaisanciers. Oui. Malgré tout, alors je tiens à le dire ici parce que chaque mot a son importance et je sens bien qu'il y a parfois des gens qui s'inquiètent. Il y a également des pêcheurs sur la zone de la marina. Bien Donc, sûr. Eux ne sont pas impactés par nos mesures d'expulsion et ils restent là. Uniquement pour les bateaux de plaisance. Voilà, c'est bien ça. Donc la plaisance individuelle, j'allais dire, parce qu'il y a également des opérateurs économiques qui font du transport de passagers, notamment sur les îlets. Îlets-la-Mer. Bon, ces gens-là restent également. Donc du coup, quand vous parlez de disparition, c'est pas vraiment... Pour l'instant, les installations restent là. On a bien l'objectif de les redéployer ailleurs. Sur le débarcadère de Roura, ou bien il y a d'autres projets qui sont à l'étude ? Sur Roura... Nous, on avait engagé un partenariat avec la commune de Roura pour leur faire un projet, je dirais, d'aménagement de zone de mouillage. Mmh. On l'a produit. Bon, il faut que la commune de Roura regarde si c'est dans ses priorités de réaliser ce genre d'aménagement. Alors ce projet de poste frontalier communautaire, Philippe Lemoine, ça fait maintenant plusieurs années qu'on en parle. L'objectif, on l'a dit, c'est de pouvoir augmenter quelque part les relations commerciales avec le Brésil qui sont pour l'instant très 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 timides. Il faut évidemment pour que ça marche un relais des entreprises locales et des entreprises étrangères. Est-ce qu'il y a déjà des démarches de fait à ce niveau sur ces échanges transfrontaliers avec le Brésil, Philippe Lemoine? Alors pour parler vrai, on en avait fait beaucoup, des démarches. La pandémie nous a un petit peu stoppé sur ces sujets-là. Comme vous le savez, c'est très compliqué d'aller au Brésil. Les règles sanitaires ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous. Malgré tout, on a réussi à poursuivre les discussions avec des armements qui s'étaient portés candidats pour mettre en œuvre ce genre de ligne, de cabotage. Donc après Voilà, une ligne maritime finalement spécifiquement dédiée aux échanges entre la Guyane et le Brésil. Et nous on souhaite qu'elle soit étendue à l'ensemble des pays du plateau des Guyanes, c'est-à-dire Guyana et Suriname, avec probablement des extensions sur les Antilles. On voit bien qu'il y a une ère de chalandise, si on peut l'appeler comme ça, qui concerne à la fois les Antilles et le plateau des Guyanes, y compris avec son extension vers le nord Brésil. D'ailleurs, voilà, uniquement le nord Brésil, pas tout le Brésil, je suppose. Non, tout le Brésil, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est pas complètement écarté non plus. Cette ligne-là sera certainement appelée à évoluer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de la mettre en œuvre. Bon, et on a un candidat qui est intéressé. D'ailleurs, normalement, au mois d'avril, si les conditions sanitaires le permettent, et je pense que c'est bien parti, on va organiser un atelier entre Belém et Macapá avec l'armateur en question. Donc pour construire ce navire. Oui, alors pour construire, c'est une deuxième étape. La première étape déjà, de sensibiliser les exportateurs brésiliens sur l'idée qu'il y aura cette ligne qui leur permettra d'exporter
et peut-être nous aussi côté Brésil. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'en pensent les Brésiliens de ces échanges commerciaux avec la Guyane ? Ils sont demandeurs, ils sont demandeurs. Après, j'avais déjà eu l'occasion certainement de vous le dire, mais bon, c'est pas facile. Quand vous disiez que les échanges aujourd'hui n'existent pas, ou peu, il faut avoir en tête quand même que tous ces pays là dont on vient de parler, la Guyana, Suriname, Guyane française et Nord-Brésil, il n'y en a pas un qui parle la même langue, il n'y en a pas un qui appartient au même marché économique. Nous, on est connectés sur l'Europe avec nos normes européennes. Les Brésiliens sont intégrés dans le Mercosur avec leurs normes. Et nos amis du Guyana et du Suriname sont connectés vers le CARICOM avec leurs normes. Donc c'est un petit peu compliqué d'engager des relations commerciales parce qu'il y a... faut le dire, c'est quand même pas mal de freins pour ça. D'ailleurs, toujours dans cette même logique de renforcer la coopération commerciale avec le Brésil, dans ce que vous appelez la modernisation des activités du Grand Port Maritime, il y a aussi ce projet d'investir une zone logistique à Saint-Georges de 90 hectares. Les études devaient s'achever là en début d'année. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce dont il s'agit, cette zone logistique sur l'Oyapock ? C'est quoi exactement ? L'idée, c'est de faciliter les échanges au moins transfrontaliers. On n'est pas du tout dans la même logique que le cabotage qui est sur une plus grande distance. Mais ça s'inscrit dans une même logique quelque part. Oui, c'est de favoriser les échanges avec les pays voisins. Alors aujourd'hui, vous savez que pour un camion qui vient du Brésil, il a l'obligation de s'arrêter, à la frontière. Il faut trouver le bon endroit, mais il ne peut plus rouler sur les routes de Guyane, et la réciproque est vraie pour les camions de Guyane. Donc notre idée, c'est de faire une zone un peu d'échange à l'entrée du pont, ou à la sortie, on vient du Brésil. Un port à sec. Port sec, pardon. Et qui permettrait donc de faciliter les transbordements d'un camion à un autre camion, faciliter le travail des douaniers, des opérateurs. Donc là, on a fait une étude là-dessus qui aboutit à un projet qui est quasi ficelé. Alors le projet ne portera pas sur les 90 hectares. Les 90 hectares, c'était cette zone qu'on avait un peu préemptée pour regarder ce qu'on pouvait faire. Le projet aura une dimension plus modeste. Il sera de 2 ou 3 hectares et certainement phasé. Mais notre idée, c'est de pouvoir développer assez rapidement un projet sur 1 hectare et demi qui permette au moins de faciliter ces échanges entre le Brésil, je dirais l'Amapá, Oyapock et l'Amapá. Avec quand même toujours cette difficulté uniquement là sur la voie terrestre de cette route qui est, je ne vais pas dire coupée, mais quasiment avec cette piste dans le nord du Brésil. Donc là aussi des difficultés à votre niveau pour que des camions puissent arriver au niveau de la frontière. Oui, tout à fait. En termes de délai, ça donne quoi ce projet à Saint-Georges de l'Oyapock ? Nous, on va être en capacité de soumettre ce projet à des financeurs, je dirais, dans les 3-4 mois qui viennent. Les études sont quasi bouclées. Et sous réserve d'obtenir le financement, il y a quelques petits sujets également fonciers à régler, mais qui devraient se régler assez rapidement, je pense. Et on peut être optimiste en se disant qu'en début 2023, on pourrait lancer ces travaux. Dernière question, Philippe Lemoine. En 2020, malgré la crise sanitaire, malgré le premier volet, on pourrait dire, de la crise sanitaire, le Grand Port avait affiché une hausse de 2,3% sur tout son trafic. À l'époque, vous aviez déclaré qu'à vos yeux, l'activité économique avait, bon an mal an, été maintenue. Il n'y avait que les importations de voitures en Guyane qui avaient baissé. Pour l'an dernier, Philippe Lemoine, en 2021, ça donne quoi ? Vous avez les mêmes chiffres ? Pratiquement. Avec, alors si vous voulez, en global, on est sur une augmentation de trafic de plus de 2%, 3%. Le trafic container à l'import a fortement évolué, pratiquement 15%, ce qui montre que l'économie guyanaise a été très résiliente par rapport à la pandémie. Grâce encore et toujours au BTP ? Oui. La consommation des ménages et le BTP, Et en revanche, le trafic qui se porte moins bien, c'est l'importation d'hydrocarbures. Alors on peut penser que c'est lié peut-être on parle de beaucoup de pluie en ce moment, mais c'est vrai que le barrage de Petit Saut a certainement pu fonctionner
davantage et donc on a eu moins recours aux centrales thermiques et à l'importation d'hydrocarbures. C'est certainement l'une des explications. Merci beaucoup Philippe Lemoine d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle, le directeur général du Grand Port Maritime de Guyane. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.